La première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget 2026 réceptionné par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Ce projet de budget est estimé à 20,3 milliards de dollars américains. Le gouvernement, à travers ce budget, va mettre l'accent particulier sur les questions sécuritaires, sociales et agricoles. Au Malawi, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président ce mardi. Le scrutin intervient dans un contexte de crise économique avec une inflation qui frôle les 30%. 17 candidats sont en lice, dont les présidents sortants Lazarus Chakwera et son prédécesseur Peter Mutharika. Nouvelle journée sur Télé 50, bienvenue à tous. Rentrée parlementaire de septembre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a profité de l'occasion, officiellement à l'occasion, déposé ce lundi 2 documents essentiels sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le projet de loi des finances 2026 chiffré à 59 millions 20 000 milliards de francs congolais, soit 20 milliards de dollars américains, et le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2024. Accompagné du vice-premier ministre en charge des budgets, des ministres des Finances et du ministre de la Communication et Médias, la chef du gouvernement a ainsi accompli dans les délais cette obligation prévue à l'article 126 de la Constitution. Judith Suminwa a souligné l'importance de ces gestes pour la transparence et la gouvernance publique. Déjà, la première chose, c'est que je suis venu pour accomplir mon devoir constitutionnel qui oblige le gouvernement à déposer au plus tard le 15 septembre la loi de finances le projet de loi de finances de l'année qui suit. Donc, c'est le projet de loi de finances pour 2026. Et donc, nous sommes dans un budget global de 59 milliards de francs congolais, donc l'équivalent de 20,3 milliards de dollars. La première ministre a également précisé les priorités retenues dans ces budgets: sécurité nationale, défense, agriculture, diversification économique, infrastructure, économie, éducation et fonction publique. Concernant l'agriculture, elle a tenu à clarifier une apparente baisse des crédits alloués. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc, ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Le budget 2026, présenté comme équilibré en recettes et en dépenses, vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la capacité de l'État à financer ses priorités de manière autonome. En parallèle, le gouvernement Suminwa a également déposé les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024, un acte qui garantit la transparence financière. Ce dépôt permet au Parlement d'examiner en détail la gestion des fonds publics par le gouvernement et de renforcer le contrôle démocratique sur les finances de l'État. Et pour Judith Suminwa, cette démarche s'inscrit dans une logique de gouvernance responsable et de transparence vis-à-vis des citoyens. Et quelques minutes après le discours solennel du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de cette rentrée parlementaire, ses collègues se sont quand même présentés au bureau des réceptions du courrier avec leurs pétitions. Dans les couloirs, les élus qui ont même dû user de quelques muscles pour parvenir à leur besogne ont laissé entendre que des instructions seraient provenues en haut lieu pour tourner la page Kamerhe. Un air de déjà-vu dans les couloirs du Palais du Peuple. Depuis 2019, après Kabunde Mabunda, puis Tamwemwamba au Sénat, le jour de Vital Kamerhe à son tour semble de plus en plus compté au bureau de l'Assemblée nationale. À chaque fois, le même scénario, excuses refusées, bureau de réception scellé, huissier de justice convoqué pour réceptionner le document. Depuis quelques semaines, des élus ont fait savoir aux médias qu'ils n'étaient plus convaincus par la gestion du président de leur bureau et ont récolté des signatures par dizaines puis par centaines pour tourner sa page.
Il est reproché à Caméré une gestion opaque, en termes plus clairs, de ne pas suffisamment mouiller le maillot pour un social des élus à la hauteur de la dernière législature. Pour sa défense, c'est lui qui a pourtant bénéficié de la bénédiction de Félix Tshisekedi pour accéder à ce poste. Après des primaires serrées, Vital Caméré affirme ne pas disposer des mêmes fonds que son prédécesseur, vu la situation sécuritaire du pays beaucoup plus dégradée aujourd'hui. Malgré cela, à la veille de cette rentrée parlementaire, nous avons appris par des sources concordantes qu'une manœuvre a été effectuée pour la hausse des émoluments des députés nationaux qui devrait de nouveau atteindre quelques 20 000 $ par mois. Pas assez pour dissuader les élus qui auraient obtenu un mot d'ordre en haut lieu. Les noms de quelques membres du gouvernement et conseillers à la présidence de la République reviennent dans ce coup de force qui n'a vu Félix Tshisekedi piper mot pour le moment. L'UDPS, le parti présidentiel par contre, a été obligé de réagir parce que le pétitionnaire en chef est un élu inscrit sur sa liste. Selon Augustin Kabouya, la haute autorité politique, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, n'a rien dit à ces sujets et il ne peut donc se prononcer ni pour ni contre une telle démarche qui est une démonstration de la vitalité démocratique. Vital Caméré n'en est pas à son premier lot d'humiliation, déjà sorti par la petite porte lors de son premier passage à la tête de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila. Il a même été condamné et emprisonné à Makala alors qu'il occupait le poste de directeur de cabinet du président Tshisekedi en 2020. Dans un épisode un peu plus récent, il a été attaqué en famille par un commando qui était à 2 doigts d'en finir avec sa vie avant de se retrouver au palais de la nation prétextant une tentative de coup d'État mal ficelée. À chaque fois, la réaction a toujours été molle de la part d'un leader politique arrivé 3e à la présidentielle de 2011 derrière Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, feu père de l'actuel chef de l'État. Et à la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde a déclaré que le Sénat appuie l'approche du chef de l'État de soutenir le dialogue national à sa propre initiative dans une perspective républicaine et souveraine. Sama Lukonde a observé par ailleurs des signaux positifs dans la mobilisation des recettes du budget de l'exercice en cours. La session qui s'ouvre ce jour étant essentiellement budgétaire. Le Sénat sera tenu, en temps opportun, d'examiner la loi de finances pour l'exercice 2026, dès qu'elle lui sera transmise par la Chambre seule. Le vote du budget, loin d'être un simple exercice constitutionnel de routine, auquel nous nous livrons chaque année, est en réalité la traduction en chiffres des charges de l'État, des moyens qu'il se propose de disposer pour les supporter, ce qui requiert de la rigueur, tant dans la maximisation des recettes que dans l'affectation des dépenses. À ce stade de mon allocution, qu'il me soit permis de noter avec satisfaction, nonobstant les conséquences néfastes liées à la guerre dans la partie orientale de notre pays, nous observons des signaux positifs dans la mobilisation des recettes du budget de l'exercice en cours. Cependant, sous réserve de la reddition des comptes du budget clos de l'exercice 2024 et celui en cours, leur exécution accuse des faiblesses qui affectent le bon fonctionnement des institutions. C'est ici l'occasion, chers collègues, de nous exhorter à plus de rigueur dans l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2026. La première édition de la semaine Justice et Paix de la Senco a été lancée au centre interdiocésain de Kinshasa, une occasion pour Monseigneur Félicien Mouanama du diocèse de Luisa et José Moko Didiofa, ainsi que Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif, de faire un véritable bilan et de projeter les perspectives pour les années à venir. Il était question au cours de ce point de presse de présenter Justice et Paix Congo SBL, d'en dresser les bilans des années écoulées et d'exposer les perspectives pour les années à venir. Exercice mené par 2 évêques membres de la commission, Monseigneur Félicien Mouanama du diocèse des Luisa et Monseigneur José Moko Didiofa, ainsi que par Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de cette structure. La démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits humains fondamentaux, en particulier le droit à la justice, toutes
Toutes ces questions sont des axes d'intervention des Justice et Paix Congo, JPC. Les valeurs partagées des Justice et Paix sont la dignité de la personne humaine, le bien commun, la justice, la paix, la solidarité. S'appuyant sur les actions concrètes menées à travers le pays, Monseigneur José Moko, président de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et membre actif de cette commission, a présenté un bilan qu'il qualifie de positif. Il a mis en exergue les avancées dans les domaines du processus de paix, de la défense des droits humains, de la gouvernance participative et de l'engagement des femmes dans la vie sociopolitique. La cohabitation pacifique de la majorité de communautés à travers le pays. En République démocratique du Congo, il existe de milliers de foyers de tensions intercommunautaires. Le travail que mènent les réseaux nationaux Justice et Paix permet de contribuer à éviter leur éclatement. Prenant la parole à son tour, Monseigneur Cyril Ebotoko a exposé les perspectives à venir. Dans une dynamique d'élargissement, Justice et Paix Congo entend étendre progressivement ses actions sur l'ensemble du territoire national en renforçant sa présence dans tous les diocèses et en consolidant son ancrage communautaire. Vous avez suivi notre bilan et nous voulons poursuivre ce travail avec efficacité. Raison pour laquelle notre première tâche dans les 5 années à venir sera de renforcer les mécanismes de collaboration et de coordination au sein de notre réseau. Du 16 au 18 septembre, des journées scientifiques seront animées par des professeurs d'université. La clôture interviendra le dimanche 21 septembre, date à laquelle l'Église universelle célèbre la Journée mondiale de la justice et de la paix. À Kinshasa, une grande célébration eucharistique est prévue à la cathédrale Notre-Dame du Congo, présidée par le cardinal Fridolin Ambongo en présence de plusieurs évêques membres de la Cinco. L'Institut supérieur pédagogique de Wembonyama de Lumumba-Ville au Sankourou a vibré le samedi dernier au rythme d'une double cérémonie solennelle. Il s'agissait de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2024-2025. L'ISPWN a à cette occasion déversé sur le marché d'emploi 285 diplômés, événement commenté ici par Héritier Tamboa. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence du corps académique de l'établissement, des autorités de la ville, des invités des marques et des familles des récipiendaires venus accompagner les leurs. Dans son discours, le directeur général de l'ISP, le professeur docteur Sylvain Lowolo Penelonga 11, a félicité les diplômés et leur a demandé d'impacter le monde à travers les connaissances acquises tout au long de leur parcours académique et continuer à vendre positivement l'image de cet alma mater. Profitant de l'occasion, ce maître des recherches a aussi remercié le président de la République et le ministre de l'ESU pour leur engagement dans la transformation de l'après-NA congolais. Il a par la suite condamné fermement l'agression rwandaise et l'occupation de la partie Est par des forces négatives, saluant le courage et la détermination de l'armée congolaise et des Wazalendo face à l'ennemi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, il vous souviendra, dans ces moments où nous célébrons dans la jubilation totale les cérémonies de clôture d'une année académique, le monde entier est agité. D'un bout à l'autre, par des tueries, la RDC, notre pays, n'est pas épargné. Nous saluons le courage de nos vaillants combattants de FARDC, de PNC, Police nationale congolaise, et des compatriotes de Wazalendo, qui sont ralliés au front pour une même cause. Au total, 285 diplômés de toutes les facultés confondues que compte l'ISP Wembonyama ont été déversés sur le marché d'emploi, dont 165 de L2 ancien système et 120 de L3 nouveau système licence master doctorat. Engagée pour une gouvernance sociale inclusive, Aline Makano Chilombo, bourgmestre intérimaire de Fongoromé, renforce son soutien à l'éducation entre la prise en charge totale des frais scolaires des enfants malvoyants de l'école Oasis et l'hommage rendu par 2 lauréats de l'examen d'État. Elle réaffirme son attachement au mérite et à l'inclusion dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Toujours engagé en faveur des actions sociales, l'honorable Aline Makano Chilombo
bourgmestre intérimaire de Fungurumé, a reçu ce jour au cabinet de travail la délégation de l'école Oasis, spécialisée dans 4 mois des enfants non-voyants. Excellence, Madame le bourgmestre, c'est avec un profond respect et une immense gratitude que nous, étudiants de l'école Oasis Blind School, venons vous adresser ce mot de circonstance en vous remerciant sincèrement pour l'audience que vous avez accordée. Et malvoyant, à cette occasion, elle a annoncé la prise en charge intégrale de frais scolaires pour l'année 2025-2026 au profit des élèves de cette école, réaffirmant ainsi sa volonté de promouvoir une éducation inclusive en droite ligne avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soutenu par la gouverneure Fifi Masuka. Depuis la nuit des temps, les enfants vivant avec déficience visuelle dans la province de Lualaba, plus précisément ici dans la commune de Fungurumé, étaient privés d'une éducation. Et pourtant, ce sont des sujets de droit qui ont droit aussi à l'éducation. Alors, elle a préféré nous recevoir aujourd'hui et leur témoigner son amour, payer leur année scolaire et leur matériel didactique. Le même jour, deux lauréats de l'examen d'État 2024-2025, John Malabo, 62%, et Simon Sangwa Niembo, 57%, finalistes en mécanique générale, sont venus exprimer la reconnaissance à l'autorité communale qui avait pris en charge leur scolarité. On avait demandé une aide à propos de nos études, parce que nos parents n'avaient pas ce moyen de nous payer les études. En guise de remerciement, ils lui ont offert un portrait symbolique, saluant son leadership et son engagement social. Par ce geste, Ali Makano confirme son attachement à une gouvernance centrée sur l'humain, valorisant à la fois l'inclusion et le mérite. Redynamiser le parti, c'est l'essentiel du message du secrétaire général, chef du parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, à l'occasion du 61e anniversaire des 7 formations politiques. Les détails avec Grace Salambo Ankoni. Après les festivités organisées en province et à l'extérieur du pays, c'est ce dimanche 14 septembre que les militants et cadres du parti Lumumbiste unifié ont fêté avec faste à Kinshasa le 61e anniversaire de cette formation politique. Les militants de la Tchangou et de Moamba se sont retrouvés à l'entrée principale de la route Njoko. Ici, plusieurs militants et cadres qui se sont égarés comme l'enfant prodigue sont revenus à la maison. Ils ont été présentés par le secrétaire permanent adjoint François Wendo. Bango koki kosomba bango na mbongo te lokola Willy Makiashi alobaki palu ekoki koteka mate palu ekoki pe kosomba ma te yango nde komite na biso eza dirige na papa Sukadi ekoki kosomba ma te. Par ailleurs, les militants de la province Palu, Kinshasa, Funa et Lukunga se sont retrouvés à l'espace Bel Air à Masangambila. Le secrétaire permanent, Abel Falachi, et porte-parole du parti, a transmis les messages du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi. Avec le message du secrétaire général chef du parti, où il faut redynamiser notre parti, redynamiser les activités du parti sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons demandé à tous les militants qu'il n'y a pas deux chefs du parti au Palu, il n'y a qu'un seul chef du parti qui est le professeur Willy Makiashi. À la date d'aujourd'hui, à Tchangou par exemple, il y a l'adhésion, pas l'adhésion réellement, mais c'est le retour de tous les militants du Palu qui étaient éparpillés d'une façon ou d'une autre, où les impérialistes ont trompé aujourd'hui. Ils ont compris que l'unique chef du parti, c'est le professeur Willy Makiashi. Parti socialiste, le Palu a été créé le 22 août 1964. Au Malawi, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président ce mardi 16 septembre. Le scrutin intervient dans un contexte de crise
économique avec une inflation qui frôle les 30%. 17 candidats au total sont en lice, dont les présidents sortants Lazarus Chakwera et son prédécesseur Peter Mutharika. L'un et l'autre s'étaient déjà affrontés lors du scrutin de 2019. Le Malawiste vote ce 16 septembre pour une élection présidentielle cruciale. Le président sortant, Lazarus Chakwera, 70 ans, brigue un second mandat face à 16 autres candidats, dont son prédécesseur Peter Mutharika, 85 ans. Chakwera avait accédé au pouvoir en 2020 après l'annulation des élections de 2019 pour fraude. Son mandat a été marqué par une inflation persistante dépassant les 20% pendant plus de 3 ans. Il invoque les effets des cyclones tropicaux et appelle à un second mandat pour poursuivre ses réformes économiques. Mutharika, président de 2014 à 2020, mise sur son bilan, notamment en matière d'infrastructure et de stabilité économique. Toutefois, il reste une figure controversée, accusé par ses opposants d'avoir toléré la corruption, c'est qu'il dément. L'élection s'annonce serrée. Pour l'emporter dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% de voix, un seuil jugé difficile à atteindre. Un second tour entre Chakwera et Mutharika semble probable. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget 2026, réceptionné par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Ce projet est estimé à 20,3 milliards de dollars américains. Le gouvernement, à travers ce budget, va mettre l'accent particulier sur les questions sécuritaires, sociales et agricoles. Au Malawi, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Ce mardi, le scrutin intervient dans un contexte de crise économique avec une inflation qui frôle les 30%. 17 candidats sont en lice, dont le président sortant Lazarus Chakwera et son prédécesseur Peter Mutharika. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec Damarissa Kayembe. Bienvenue, comme tous les mardis, j'ai le plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Nathalie Yoko et salutations à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. À la une des journaux parus ce lundi, Damarissa, ouverture de la session parlementaire hier au Palais du Peuple. Oui, Nathalie Yoko, nous avons largement parlé de ce sujet hier dans l'édition de Grâce à Lambo et également dans votre édition. Mais cette fois-ci, on va prendre ce que disent les journaux parus ce mardi. Fin de vacances parlementaires, les élus ont repris hier le chemin de l'hémicycle. Nous commençons avec le journal plutôt, les lauréats qui nous renseignent que le président du Sénat, Samalou Kondé Kyenge, dans son discours a insisté sur la persistance de la sécurité dans plusieurs régions du pays et a appelé à un budget 2026 orienté vers la défense et la souveraineté nationale. S'agissant de finances publiques, le président du Sénat a plaidé pour une allocution plus stratégique des ressources. Du côté de l'Assemblée nationale, Nathalie Yoko, la rentrée n'a pas du tout été calme comme du côté du Sénat. La rentrée a été particulièrement marquée par le dépôt de la pétition visant le président de cette Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Débutons avec le potentiel qui titre « Ni pardon, ni répit ». 262 plutôt députés réclament la tête de Kamerhe. Les médias nous renseignent que la rentrée parlementaire de ce septembre censée être placée sous le signe de la responsabilité de l'Union nationale s'est transformée en véritable bras de fer politique à l'Assemblée nationale. Avec plus de 260 signatures déjà réunies, les contestateurs affichent une détermination sans faille, refusant de céder à l'appel à l'apaisement lancé par le bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien Nathalie, Félix Tshisekedi laisserait-il tomber son principal allié? Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le média La Prospérité qui s'interroge sur le sujet. Dans le colonne, on peut également lire que tandis que les informations confirmant environ plus de 80% des revendications ont été rencontrées, que Vital Kamerhe a fait œuvre d'humiliation et a même présenté des excuses à ses collègues députés qui sont à l'initiative de cette pétition.
pétition, plutôt, il est signalé que les députés fraudeurs ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur démarche en déposant avec au moins 262 signatures. C'est ici que l'opinion s'interroge sur les vraies motivations de cette action politique qui va embraler l'équilibre des institutions. La prospérité n'est pas le seul média à poser la question. Il y a aussi Congo Nouveau qui s'interroge. Pétition déposée à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi va-t-il laisser tomber Vital Kamerhe? Dans le colonne de cet article, on peut lire clairement si le jeu était de ramener dans le rang même de l'Union sacrée car jugé trop solitaire, le message est vraiment passé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, peut user de son influence sur les députés pour que cette machine puisse être stoppée, car comme une mine anti-paix solennelle, on est en danger si l'on la démorce sans technicité et précaution. De l'autre côté, l'on peut dire que la pétition déposée par le député national pose en tout cas un souci au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il affecte donc à suivre. Direction le Proche-Orient, les tabloïds se sont aussi intéressés au sommet arabo-islamique des Doha après les frappes israélienne. Oui, commençons cette fois-ci avec France 24 qui a parlé de l'affaire en bref, mais quand même, il a identifié la question. Les dirigeants musulmans appellent à revoir les relations avec Israël après l'attaque à Doha. Oui, le sommet a réuni plusieurs dirigeants arabes et musulmans. Hier lundi, ils le pays à revoir les relations avec Israël. Ce sommet conjoint exceptionnel de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique visait à condamner fermement cette attaque sans précédent survenue à Doha, capitale du pays, médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Selon le texte final, les dirigeants arabes et musulmans exhortent tous les États à revoir leurs relations diplomatiques et économiques avec Israël et a engagé des poursuites à son encontre. De l'autre côté, Média 24 enrichi en signifiant que le sommet a également souligné la nécessité à s'opposer et de faire face au plan d'Israël visant à imposer une nouvelle réalité dans la région, notant que ces plans représentent une menace directe pour la stabilité et la sécurité régionale et internationale. Il a été également rappelé qu'une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient ne saurait se réaliser en ignorant la question palestinienne et des droits du peuple palestinien, encore moins en recourant à la violence ou en visant le médiateur. Merci beaucoup Damaris pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.